Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir d'ouvrir cette discussion autour d'un très bon livre sur lequel je vais revenir dans un instant, évidemment, qui sera mis à l'honneur cet après-midi. Je voudrais très sincèrement remercier le Mémorial de la Shoah qui a accordé tout cet après-midi à divers aspects de l'histoire des Juifs du Maghreb. Nous étions tout à l'heure, et certains parmi vous étaient présents, à une table ronde sur les Juifs de Tunisie. Et là, nous allons parler, alors non plus à partir de plusieurs interventions, mais à partir d'un ouvrage, l'ouvrage de Jean Laloum qui s'appelle « Dépouillé en toute légalité, l'arianisation économique des biens juifs en Algérie par le régime de Vichy ». Alors, Jean Laloum reviendra tout à l'heure un petit peu sur la genèse de l'ouvrage, sur un certain nombre de conclusions. Alors, c'est un historien bien connu. On lui doit une grande thèse sur les Juifs dans la banlieue parisienne des années 1920 aux années 1950. Beaucoup de travaux, beaucoup d'articles sur ces questions. Et cet ouvrage que publient les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme est tiré d'une habilitation à diriger des recherches. Alors l'habilitation à diriger des recherches, c'est ce qui vient encore après la thèse, qui est la recherche la plus élevée, si vous voulez, dans le cursus universitaire, et dont ce qu'on appelle l'inédit, parce qu'il y a plusieurs parties dans l'habilitation, porte sur l'arianisation économique des biens juifs en Algérie par le régime de Vichy. Alors c'est un sujet extrêmement important. Vous voyez la densité de l'ouvrage qui est traité d'une manière extrêmement précise. Je ne sais pas s'il existe des livres définitifs, mais si c'était le cas, celui de Jean Laloum mériterait parfaitement ce titre. Donc en fait, c'est un ouvrage qui revient sur la manière dont une communauté de 110 000 âmes, les Juifs d'Algérie, ont perdu leur citoyenneté, vous le savez, il en a été question tout à l'heure d'ailleurs, et pour une partie d'entre elles, a vu ses biens donc confisqués, arianisés. On reprend là, à l'époque, la terminologie du Troisième Reich sans aucune difficulté. Et lorsqu'en 2000, il y a eu la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, qui était une mission présidée par Jean Matteoli, qui avait remis son rapport au Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Il avait rendu un rapport plus que louable, mais qui n'incluait pas les Juifs d'Algérie, alors même que la lettre de mission de 1997 invitait à étudier les conditions dans lesquelles des biens immobiliers et mobiliers appartenant aux Juifs de France ont été confisqués ou, d'une manière générale, acquis par fraude, violence ou dol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy, entre 1940 et 1944. Alors vous voyez à quel point cet ouvrage, évidemment, est un ouvrage rigoureux, scientifique, un ouvrage d'histoire parfaitement réussi, mais aussi un ouvrage qui joue au-delà, je crois, un rôle qui dépasse le simple savoir et la simple science. Pour en parler cet après-midi avec Jean Laloum, alors nous devons excuser l'absence du professeur Michel Margueras, qui ne peut pas être parmi nous, hélas, mais je remercie très sincèrement Laurent Douzou, le professeur Laurent Douzou, de sa présence, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Lyon, membre du laboratoire Lara, qui a été membre de la Maison française d'Oxford et évidemment, comme vous le savez, un grand spécialiste notamment de la résistance et de ces années. Alors voilà comment nous allons procéder cet après-midi. Je vais avec grand plaisir céder la place au professeur Douzou qui va procéder à une présentation de l'ouvrage. Ensuite de quoi, je reviendrai vers Jean Laloum pour lui poser quelques questions et
à partir de l'exposé de Laurent Douzou et puis de ma lecture. Voilà comment va se présenter cette discussion. Donc encore merci à tous et merci à vous. Je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup. Je remercie le Mémorial de la Shoah pour son invitation, d'autant que je dois dire d'emblée que je ne suis pas spécialiste du champ étudié par Jean Laloum. Je travaillais sur la résistance essentiellement, sa mémoire, l'historiographie, et aussi sur l'arianisation économique, mais à Lyon et dans sa région. Mais c'est pour moi un plaisir d'être présent ce jour pour cette rencontre autour de l'ouvrage dont vous avez parlé, parce que c'est un ouvrage qui, à mon avis, compte. Vous avez évoqué le titre « Dépouillé en toute légalité ». Ça, c'est la partie qui qualifie le processus à l'œuvre. C'est Jean Laloum qui parle et je souscris évidemment à cette manière de parler. Et puis le sous-titre « L'arianisation économique des biens juifs en Algérie ». Ça, c'est la référence à la terminologie tirée de l'allemand utilisée par le régime de Vichy pour qualifier ce viol légal qu'a été l'arianisation économique. Longtemps, la spoliation a été un parent pauvre des études consacrées au sort des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour d'évidentes raisons, la Shoah s'est imposée. Et donc, on a eu longtemps tendance à ne pas prêter attention à ce versant qui est pourtant capital, parce qu'on y reviendra peut-être dans le jeu des questions et des réponses, mais ce qu'on appelle l'arianisation économique, étant donc en réalité un vol pur et simple, ça fragilise, ça rend très vulnérables les gens qui en sont l'objet, ça les fait repérer et ça les désigne donc ipso facto pour une arrestation et le cas échéant une déportation. Donc c'est un phénomène de très grande importance qui n'est pas seulement des aspects financiers ou économiques, mais qui est très important. Alors j'ai dit que longtemps ça avait été le parent pauvre. Il y a tout de même eu des précurseurs. Je voudrais ici, dans cette maison, rappeler au moins un nom, c'est celui de Joseph Billig, qui a publié 3 volumes dans les années 1950 sur le commissariat général aux questions juives. Or, ce commissariat général aux questions juives, c'est la cheville ouvrière de cette arianisation économique. Donc, il n'est pas vrai qu'on n'ait pas travaillé sur cette question, mais il faut dire que l'écho des travaux de Joseph Billig n'était pas considérable à l'époque, parce qu'encore une fois, ce qui dominait, c'était la Shoah. À partir des années 1980, et un article pionnier d'Henri Rousseau, auquel vous faites référence à juste titre à de nombreuses reprises, on a vu apparaître cette thématique de l'arianisation économique. Et puis, il y a eu évidemment la mission Matteoli, qui avait pour charge, non pas d'étudier toute l'arianisation économique, parce que c'est un immense continent, mais de l'évaluer. Et la commission Matteoli a fait un énorme travail, mais je contempérerai peut-être ce que vous avez dit. Je pense qu'elle avait une tâche immense devant elle. Donc elle a décidé, face au travail qui lui incombait, de ne pas s'occuper de l'Alsace et de la Moselle, où pourtant l'arianisation économique a fait des ravages, et de ne pas traiter ni l'Algérie ni les protectorats. Donc ça restait un point aveugle en quelque sorte, malgré le remarquable travail fourni par la mission. Et donc, c'est là qu'intervient Jean Laloum, parce que Jean Laloum, lui, a pris à bras-le-corps ce sujet. Il cite dans son ouvrage des travaux antérieurs, il y en avait eu, celui de Michel Ansky sur l'Algérie dans les années 50, sur les Juifs d'Algérie. Et moi, je voudrais ici, en fonction de mes centres d'intérêt et de mes compétences, dire l'intérêt que je trouve à cet ouvrage. C'est un point de vue très parcellaire, hein, mais je pense que comme nous sommes 3 et qu'il y aura des questions, on pourra ensuite l'élargir. Pourquoi, à mes yeux, ce travail est-il important ? D'abord parce qu'il s'inscrit dans une trajectoire très longue, très cohérente de Jean Laloum. Le parcours de Jean Laloum, il frappe par son antériorité dans bien des domaines, et notamment dans celui de la spoliation. Je veux dire par là clairement qu'il s'est intéressé à ces questions à une époque où peu de gens le faisaient. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qui est intéressant, c'est que, sauf erreur de ma part, c'est dans le cadre des retombées des travaux de la mission Matteoli qu'il a été délégué par la Commission d'indemnisation des victimes de spoliation au Centre des archives nationales d'outre-mer à Aix, ce qui est aux sources du livre qui nous réunit. Alors je passe très vite là-dessus, mais peut-être le dira-t-il, ce qu'il a fait, c'est un travail de bénédictin, parce qu'il lui fallait écumer quantité d'archives pour essayer de trouver
de quoi alimenter sa recherche. Et vraiment, il y a là de sa part un travail minutieux, tenace, qui, in fine, aboutit à quelque chose. Mais ce n'était pas du tout gagné, parce que les archives d'Aix, par exemple, il en parlera probablement, elles ne sont pas si riches que ça quant à l'arianisation économique qui a eu lieu en Algérie. Mais au fond, la principale caractéristique de Jean Laloum pour moi, elle n'est pas dans ce que je viens de dire, le fait qu'il ait été en quelque sorte un pionnier. Ce qui me frappe, c'est qu'il est capable, tout en maîtrisant parfaitement les écrits du niveau étatique. Donc il épluche les journaux officiels, tous les textes, les décrets, les ordonnances, etc. Mais tout en faisant ça, il développe en permanence ce qu'on pourrait appeler une démarche de proximité. C'était déjà le cas pour l'ouvrage dont vous avez parlé sur les Juifs dans la banlieue parisienne des années 20 aux années 50. Et chez Jean Laloum, c'est un choix raisonné, conscient, d'une échelle qui permet de mieux comprendre les individus. Donc à la fois, il embrasse l'ensemble du tableau, mais toujours en incarnant sa recherche. Et vous en verrez dans le livre, si vous le lisez, une illustration parfaite. Il y a une utilisation de l'iconographie qui est très remarquable. Elle n'est pas là à titre d'illustration, de temps à autre on vous donnerait une photo, elle est littéralement adossée à l'étude. Ça veut dire que des photos, il fait aussi son miel. Et vous comprendrez bien que ces photos, elles ne viennent pas de nulle part, elles peuvent venir de fonds d'archives, mais elles viennent souvent de fonds d'archives privés. En d'autres termes, tout le travail de Jean Laloum, c'est aussi d'approcher des gens qui ont un lien plus ou moins proche avec cette histoire, de gagner leur confiance, et d'obtenir de leur part un certain nombre d'éléments que vous ne trouverez dans aucun élément d'archives publiques. Et pour moi, c'est ce croisement-là qui fait la facture, la patte de Jean Laloum. Alors son terrain d'enquête, c'est donc l'Algérie. J'y reviendrai dans un instant, mais l'arianisation économique en Algérie, c'est 1941-1942, je préciserai. Ce qui est remarquable dans son ouvrage, c'est qu'il ne borne pas là son horizon. Il remonte en amont pour essayer de nous faire comprendre dans quel contexte, sur fond de quelle tension sociale entre communautés musulmanes et juives, par exemple, le vol organisé légalement a pu s'organiser. Les mesures antisémites prises en métropole, elles ont eu effet en Algérie. Je ne vais pas vous les rappeler, je pense que vous les connaissez toutes et tous, mais c'est d'abrogation du décret-loi Marchandeau, qui fait que ça n'est plus un délit que de tenir des propos antisémites sous une plume dans la presse. L'abrogation, alors là c'est pour l'Algérie du décret Crémieux de 1870, cette abrogation elle est d'octobre 1940, c'est-à-dire le même mois où est promulgué le premier statut des Juifs, qui s'applique également évidemment aux Juifs d'Algérie. Il y a aussi d'autres lois, les lois des 17 novembre, 17 décembre 1941, qui intensifient les interdictions professionnelles, touchant évidemment les Juifs. Et puis une loi spécifique à l'Algérie, la loi du 2 juillet 1942, qui interdit aux Juifs, même aux anciens combattants, d'exploiter un café ou de tenir en gérance un débit de boisson. J'arrête là cette liste, mais elle est capitale, parce qu'en réalité, elle dit bien que les quelques 110 000 Juifs, c'est quand même pas rien, que comptait l'Algérie, qui vivaient en Algérie, ont été frappés de plein fouet par la législation antisémite du régime de Vichy. Alors l'arianisation économique là-dedans, comment se situe-t-elle ? Mais je crois que le gros apport de Jean Laloum, c'est de montrer qu'il y a des spécificités très fortes. Et quand moi je pense à la région lyonnaise, que je connais assez bien du point de vue de l'arianisation, et que je lis ses travaux, je vois de grandes différences. D'abord, la nature des biens spoliés diffère. En métropole, on arianise bien sûr de grandes entreprises, mais on met aussi sous les noir un tout petit artisan, un façonnier, quelqu'un qui fera du textile, qui a une ou deux machines à coudre seulement. Ça, il sera, lui, dans l'œil du viseur. Pour l'Algérie, ce que montre Jean Laloum, c'est que le cœur de cible, ce sont des biens plus importants, des biens économiques plus importants, le parc immobilier, l'industrie cinématographique, les exploitations agricoles, etc. Deuxième caractéristique, spécificité de la situation algérienne, les populations visées sont dans leur quasi-totalité des citoyens français. Évidemment, puisqu'avec le décret Crémieux, ils étaient français.
Ils sont devenus sujets français, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si je regarde la région de Lyon, le nombre de petits artisans qui ne sont pas français, qui sont spoliés, est considérable. Donc là, il y a une caractéristique qui me paraît importante. Mais la spécificité la plus manifeste, elle tient à la durée de l'aryanisation économique. Un peu plus de 10 mois en Algérie, du 23 décembre 1941 au 26 octobre 1942, 10 mois. 10 mois d'action pleine et entière du commissariat général aux questions juives. Avec, ça c'est Jean Laloum qui l'a établi, près de 2900 arrêtés de nomination d'administrateurs provisoires. Alors évidemment, en métropole, la période est beaucoup plus longue, parce que l'aryanisation commence à l'instigation des Allemands en zone nord dès septembre-octobre 40, et elle ne s'arrête qu'en août 1944. Et les administrateurs provisoires qui ont créé une association tiennent encore en août 1944 une réunion ensemble pour essayer de voir comment ils peuvent défendre le travail qu'ils ont accompli. Là, on est en métropole. Pour l'Algérie, donc, une période très brève. Ce que l'ouvrage met, à mon avis, excellemment en exergue, c'est un fait à première vue paradoxal et incohérent. En Algérie, on a à la fois une aryanisation sur une période courte et en même temps plus longue qu'en métropole. Alors pourquoi ? Plus courte parce que la loi du 22 juillet 1941, qui crée l'aryanisation économique en métropole, n'a été étendue à l'Algérie que par les décrets du 21 novembre 1942 et du 13 avril 1942. Donc ça intervient plus tard, il y a un décalage. Plus courte aussi parce que le service de l'aryanisation économique a été créé par un arrêté du 15 décembre 1941, c'est-à-dire 5 mois après la loi du 22 juillet. Donc la mise en œuvre de l'aryanisation, elle est plus tardive. Plus courte aussi parce qu'il y a le débarquement allié des 7-8 novembre 1942. Et qu'on peut penser, spontanément, mais on va voir que c'est totalement faux, mais que du coup, l'aryanisation économique subit un coup d'arrêt net à partir du moment où les Anglo-Américains ont débarqué. Eh bien non, et c'est en cela que l'aryanisation est beaucoup plus longue. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, l'opération Torch n'enraye pas immédiatement la mécanique de la spoliation. J'y reviendrai, mais vous montrez, Jean Laloum, que les restitutions ont pour certaines tardé jusqu'en 1947. Donc vous voyez, à la fois très long, très court sur le plan légal et très très long quant aux effets qu'a eu la politique de spoliation. Alors, Jean Laloum, dans son ouvrage, donne une grande importance à des cas très précis qu'il cite, et je pense qu'il va y revenir dans son exposé, donc moi je ne le ferai pas. Mais ce qu'il montre bien, c'est que les administrateurs provisoires ne sont pas seuls à la tâche. On ne peut rien faire quand on est administrateur provisoire si on n'a pas des concours, des aides. Alors c'est qui les aides ? Eh bien c'est des commissaires aux comptes, des liquidateurs judiciaires, des commissaires-priseurs, des architectes experts, des avocats, des notaires. C'est-à-dire qu'il y a là tout un milieu qui travaille avec les administrateurs pour que la spoliation soit efficace. Alors Jean Laloum a montré une chose intéressante, c'est qu'il y a eu des administrateurs provisoires musulmans, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Si je ne m'abuse, en le lisant, il y en a eu 3. Et je n'ai pas le temps de développer, mais c'est intéressant parce qu'il y en a eu assez peu, alors qu'il y a eu des candidats. Il y en a eu assez peu d'abord parce qu'on a jugé que le niveau d'instruction des musulmans était insuffisant pour faire face aux tâches de l'aryanisation. Et puis une deuxième raison assez politique, on s'est dit que ça risquait de mettre de l'huile sur le feu que de confier à des musulmans cette tâche de spolier les juifs. Il y a de ce point de vue-là un courrier du 3 septembre 1942 de la sous-préfecture de Sétif à la tutelle de Constantine qui est tout à fait éclairant. Je reviens sur le débarquement anglo-américain de novembre 1942, qui aurait dû, en toute bonne logique, porter un coup fatal à cette entreprise. En réalité, non, parce qu'un arrêté du 30 novembre 1942 remanie l'organisation interne du gouvernement général. La direction des questions juives et des sociétés secrètes devient la direction des affaires réservées. Et en mars 1943 encore, elle sera remplacée par un autre intitulé. Et c'est cette direction qui va se charger de la restitution des biens placés sous séquestre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas supprimé purement et simplement l'organe qui avait spolié les Juifs,
alors qu'en métropole, c'est ce qui a été fait. Hein. En réalité, on a louvoyé, on a fait en sorte que, comment dire, que ne disparaisse pas absolument cette instance, ce qui atteste quoi? Un flottement très net en Algérie qui montre qu'on a eu beaucoup de peine à couper les ponts, à rompre avec le fond antisémite de la politique voulue par Vichy. En d'autres termes, si je caricaturais pour simplifier mon propos, tout se passe comme si en Algérie, au fond, cette spoliation n'avait pas été aussi mal accueillie que cela. Et où donc on avait beaucoup traîné quant à la mise à fin de cette spoliation. Alors l'autre fait marquant, c'est que la commission qui va organiser les restitutions, c'est une commission dont les membres ont pour beaucoup organisé les spoliations. Ce qui pose quand même un énorme problème. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais Jean Laloux montre, à propos d'un administrateur des consorts Twitou de Biskra, qu'en décembre 1944 encore, on est obligé de relancer cet ex-administrateur provisoire qui ne veut rien entendre pour rendre ses comptes. Et on comprend un peu parce que la préfecture qui, du coup, mène une enquête s'aperçoit qu'il a chez lui un portrait du maréchal Pétain qu'il laisse bien en place et bien en évidence. Et il faut finalement, en janvier 1945, l'assigner à résidence pour qu'il se résolve à rendre des comptes. Alors, je voudrais maintenant venir à un point qui est à la jonction de nos deux domaines de spécialité, très rapidement. En métropole, la tâche de restituer aux gens spoliés leurs biens a été inaugurée à Lyon par un professeur de physiologie qui n'était donc pas un haut fonctionnaire, mais qui était résistant et qui sortait de Montluc, et à qui on a dit, c'est le commissaire régional de la République Yves Farge, est-ce que vous voulez bien vous occuper de cette restitution? Et Émile Thérouanne, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était un ami intime de Victor Bache, qui habitait à Lyon le même immeuble que Victor Bache, qui a été témoin en janvier 1944 de l'arrestation d'Hélène et Victor Bache, qui a collaboré à une feuille clandestine qui s'appelait Fraternité, organe de liaison des forces françaises contre la barbarie raciste, organe du mouvement national contre la barbarie raciste. Et en juin 1944, cette feuille proclamait, je cite, la nécessité de nettoyer la République nouvelle de toute racaille raciste. Mais vous ne trouverez pas en Algérie cette terminologie de nettoyer toute la racaille raciste. Et c'est important parce que ce qu'a fait Émile Thérouanne à l'automne 1944 à Lyon, ça a servi de laboratoire pour la politique de restitution qui a été menée ensuite à l'échelle nationale et qu'Émile Thérouanne a conduite lui-même. Ça veut dire que Émile Thérouanne a obligé les administrateurs provisoires, en bloquant leurs comptes, à rendre des comptes s'ils n'avaient pas obtenu quitus. Ce qui n'a pas été fait en Algérie, en tout cas pas avec la même volonté politique. Et je conclurai cet accent que j'ai mis sur la différence, à mes yeux, capitale entre la métropole et l'Algérie, en faisant référence à l'hommage public qui a été rendu par Paul Langevin, Gustave Roussy, Henri Vallon, Émile Thérouanne, Albert Bayet, Madeleine Braun, Émile Kahn, à Victor Bache, lors d'une cérémonie organisée à la Sorbonne le 7 janvier 1945. Eh bien, à cette occasion, Émile Thérouanne a envoyé une lettre, et dans cette lettre, on retrouve ce terme de racaille raciste. Ce que je voulais tout simplement dire par là, c'est qu'il est intéressant de constater qu'avec des motivations résistantes et une éthique irréprochable, en France, on a difficilement, je ne dis pas que l'œuvre a été parfaite, c'était très difficile à accomplir. Émile Thérouanne s'est heurté, par exemple, à l'inertie d'une administration qui n'avait pas tout à fait compris tout de suite que le régime de Vichy s'était évanoui. Donc il a dû batailler. Mais il a obtenu gain de cause assez rapidement. Et il a pu tracer les lignes d'une législation qui pouvait, autant que faire se pouvait, restituer les biens. Je dis autant que faire se pouvait parce que quand à Lyon on prend 2 machines à coudre à quelqu'un, qu'on le plonge dans la misère, qu'il est arrêté et déporté,
comment est-ce qu'on chiffre un préjudice comme celui-ci? Émile Théroigne était parfaitement conscient du fait que c'est inchiffrable. Donc le tort, il est immense. Mais il s'est quand même attaqué au fait qu'on puisse, dans la mesure où on avait des pièces, etc., mesurer cette spoliation et opérer une restitution. Je termine en disant ceci. Après la lecture de Jean Laloum, il me semble que la France métropolitaine et l'Algérie, c'était vraiment deux mondes distincts. Et je voudrais lui rendre hommage pour l'avoir démontré pour le domaine extrêmement complexe qu'il a scruté de manière aussi forte. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Douzou pour cette entrée en matière, cette présentation tout à fait remarquable de l'ouvrage. Et justement, pour faire le lien avec la prise de parole de Jean Laloum, si vous en êtes d'accord, je voudrais justement si vous le voulez bien, que vous nous entreteniez davantage justement de cette différence entre l'arianisation en métropole et en Algérie, avec même parfois des prérogatives qui sont exercées sur ce point en Algérie par le gouverneur général lui-même, à la différence de la métropole, et peut-être même sur l'atmosphère générale et le mot même arianisation. Alors, à un moment dans l'ouvrage, vous citez un courrier, un rapport du Centre d'information et d'études de Constantine en juin 1942, qui s'adresse au service de l'arianisation économique et qui dit la chose suivante. Et je crois que justement dans cette mise en relation et dans cette comparaison entre l'arianisation en métropole et l'arianisation en Algérie, interrogeons-nous aussi sur les catégories et donc sur les mots. Écoutez cet extrait. Il ne vous a pas échappé l'importance qu'avait au point de vue politique la participation de musulmans à l'administration des biens juifs. Il ne faut pas que la population européenne de ce pays puisse se voir faire le grief d'être la seule bénéficiaire des mesures d'arianisation. Vous voudrez bien, en conséquence, m'adresser sous le présent table la liste des musulmans qui ont demandé à être désignés comme administrateurs des biens juifs et la suite qui a été réservée à ce jour à ces demandes. Et, dans le même texte, il est écrit « On peut regretter que le mot arianisation soit employé de ce côté de la Méditerranée comme en France. Les problèmes ne sont pas les mêmes et l'arianisation économique d'une affaire juive, si elle est placée entre les mains d'un administrateur provisoire musulman, peut prêter à sourire. » Alors, merci encore au professeur Douzou, et puis voilà, je vous cède avec grand plaisir la parole. Donc, à partir de ces aspects, donc de cette différence, puis de cette chronologie aussi, et je rappellerai juste que en février 1943, à New York, la section française du Congrès juif mondial dénonce le sort des Juifs d'Algérie, justement, par rapport à ce qui était dit, c'est-à-dire, si j'ose dire, ce Vichy qui n'en finit pas, qui se poursuit au-delà de ce qui aurait dû être le cas. Merci à vous, Laurent Douzou, merci à vous de ces propos. Vous m'avez demandé de traiter de trois aspects un petit peu de l'ouvrage. La genèse de sa préparation. La genèse de sa préparation, la question de la documentation, ainsi que les grands résultats qui figurent dans l'ouvrage. Pourquoi avoir commencé à travailler sur l'arianisation économique en Algérie? C'est toute une démarche qui a été instaurée pour arriver à ce travail. La première d'entre elles, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, la thèse de doctorat en histoire que j'ai menée sous la direction de André Caspi concernant les Juifs de la banlieue parisienne. Et dans cette recherche-là, le chapitre consacré à la politique de spoliation des biens juifs en Algérie a été important. C'était une des premières fois que l'important fonds d'archives qui est conservé aux Archives nationales, la sous-série AJ38, qui recèle l'essentiel des dossiers d'arianisation économique pour la France de Vichy, était utilisé, était consultable. Sachez qu'à l'époque où j'ai commencé à travailler sur ces dossiers d'arianisation, une bonne partie d'entre ces
dossier était, comment dire, n'était pas possible à être consulté par l'ensemble des chercheurs. J'ai eu l'occasion, l'illustration de faire en sorte que certains de mes dossiers sur les 3 communes de l'Est parisien étaient consultables, alors qu'un collègue qui travaillait sur un autre sujet, ces dossiers lui étaient interdits. Et tout ça, bien évidemment, va finir par être levé, c'est-à-dire que ces dossiers pourront être consultés par la plupart. Toujours concernant ces préalables à la préparation de l'ouvrage, la deuxième étape fut marquée par la mise en place, en janvier 1997, du Conseil du patrimoine privé de la ville de Paris. Ça a été la première instance de réflexion autour de la destination des biens juifs rapportés à la capitale. Et c'était de savoir qu'est-ce qu'il en était de l'origine des appartements du patrimoine privé de la ville de Paris et leurs conditions d'acquisition. Parce qu'une journaliste, c'est-à-dire que ce patrimoine privé de la ville de Paris était en cours de cession par la municipalité, et une journaliste, Brigitte Vital-Durand, a écrit un ouvrage qui s'appelle Domaine privé et qui mettait en cause dans cet ouvrage la cession des biens immobiliers du domaine privé qui était susceptible, cette vente, d'avoir été acquis, selon elle, à la suite de spoliation de l'occupation. Dès que l'ouvrage paraît, le maire de Paris, alors c'était Jean Tibéri, arrête la cession de ces appartements du domaine privé et met en place une commission d'évaluation de ces différents biens privés, et ça va donner lieu donc à cette commission dont je vous ai parlé, la commission du Conseil du patrimoine privé, et il va s'avérer qu'à la suite effectivement du travail mené par cette commission, aucun bien de la ville de Paris n'était considéré comme ayant été spolié durant la période de l'occupation. Et donc, je vous ai donné la date, janvier 97, de façon quasi concomitante, février 97, le Premier ministre d'alors, Alain Juppé, confiait au président Jean-Mathé Olive, résistant, président du Conseil économique et social, la mission, je vous cite, d'étudier les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux Juifs de France ont été confisqués ou, d'une manière générale, acquis par la fraude, violence ou vol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy entre 1939 et 1944. La mission avait également une autre destination qui était d'évaluer l'ampleur des spoliations. Après 3 années de travail, cette mission donnait ses premiers résultats, ses premières conclusions, dont l'une faisait état des restitutions individuelles et stipulait notamment, et je vous cite, quand un bien dont l'existence en 1940 a fait l'objet d'une spoliation et n'a pas été restitué ou indemnisé, l'indemnisation est de droit, quels que soient les délais de prescription en vigueur. C'est ce principe qui va être à l'origine de la mise en place de la Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation, la fameuse CIVS, dont certains d'entre vous connaissent le sigle, instituée par décret du Premier ministre Lionel Jospin en septembre 1999 et présidée par le premier président honoraire de la Cour de cassation, Pierre Drey, qui donc présidait cette commission qui est toujours d'actualité et qui est aujourd'hui présidée par Madame Frédérique Dreyfus-Netter, qui est conseillère honoraire à la Cour de cassation. La commission, qui est toujours, je vous ai dit, d'actualité, est chargée, précise son article 1er, quel est son objet, je cite, de rechercher et de proposer des mesures de réparation
de restitution ou d'indemnisation appropriée. Ne sont pas pris en compte les préjudices autres que matériels, cette commission n'est soumise à aucun formalisme particulier. Les victimes ou leur ayant droit, évidemment, peuvent adresser leur demande par simple lettre. Autre conséquence découlant de cette commission, la contribution de l'établissement à la dotation de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la fameuse FMS, dont le Premier ministre Lionel Jospin annonça la création en fin d'année 1999. Parmi les attendus de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France figuraient 19 recommandations préconisées en vue de lever autant que possible les approximations qui subsistaient encore largement. Relativement aux sujets pour lesquels la recherche devait être poursuivie, la recommandation numéro 7, deux territoires étaient nommément désignés, l'Alsace-Moselle d'une part et l'Algérie d'autre part. Les autres espaces géographiques figuraient sans être cités précisément sous la forme de régimes juridiques, départements d'outre-mer, protectorats et colonies. Ces mesures s'insèrent dans un cadre juridique précisément défini. Le préjudice devait procéder des législations antisémites, excluant à titre d'exemple les dommages de guerre, comme les bombardements ou les mesures de réquisition. Autre condition, le préjudice devait résulter d'un dommage matériel. Enfin, ce dernier devait être imputable aux autorités françaises ou occupantes sur les territoires français ou assimilés. C'est en considération des forces de la recommandation de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, faisant état relativement à l'Algérie des chantiers restants à déchiffrer, que je me lançais dans le courant des années 2010 dans ce même cadre des politiques d'organisation sur la recherche ayant trait à l'histoire des Juifs d'Algérie pendant la période de Vichy. Alors ça, c'était la première demande préconisée par Jérémy Gage. La seconde qu'il me demandait de traiter concernait la question de la documentation. Voilà, qu'est-ce qu'il en était? Les mesures d'archives et de documentation ayant trait à l'histoire des Juifs d'Algérie durant la période de Vichy sont extrêmement disséminées. À Paris, aux Archives nationales, ici même au Mémorial de la Shoah, à l'Alliance israélite, également à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'outre-mer, aux ANOM, et encore pour certaines dans les fonds d'archives des wilayas de l'État algérien, qui, pour l'instant, ne refusent pas, mais avancent comme prétexte pour la consultation de ces archives, la raison que celles-ci ne sont pas encore classées. On est en 2024. Et il est question de 1940-1944. Ces archives ne sont donc courrier officiel des archives nationales algériennes. Également, donc, la chance, également, dans les recherches qu'on peut mener comme ça au long cours, au sein des archives privées et familiales. Tout ça rassemble un petit peu la mémoire dispersée, disséminée de l'histoire des Juifs d'Algérie. Les ANOM renferment une part non négligeable des sources sur l'Algérie, sur le régime de Vichy. Parmi celles-ci, relativement au dossier d'organisation, seulement quelques 260 d'entre eux, vous voyez, extrêmement peu, des dossiers qui sont très fragmentaires, pour la plupart d'entre eux touchant à l'ensemble de la colonie, émanant de la direction régionale de l'organisation économique, qui compose, avec les 3 directions départementales d'Alger, d'Oran et de Constantine, le service de l'organisation économique, comme l'a rappelé Laurent Douzou, créé par arrêté du 15 décembre 1941. En vue d'illustrer cette grande disparité des sources conservées dans les deux ensembles géographiques, c'est-à-dire
mes études locales sur Montreuil, Bagnolet, Vincennes, ce qui a été l'objet de ma thèse, et les éléments archivistiques concernant l'Algérie. Je vais vous donner un état de cette grande disparité pour simplement ce qui fut ma thèse, c'est-à-dire Montreuil, Bagnolet, Vincennes, 511 dossiers d'arianisation économique que j'ai pu consulter un à un. Hein. Quand la mesure des dérogations a été levée, j'ai pu tous les consulter. Et pour ce qui concerne, donc c'était 511 Montreuil, Bagnolet, Vincennes. Quand on élargit ce nombre de dossiers au département de la Seine, y compris Paris, on arrive à 27 000 dossiers d'arianisation. Et je vous rappelle le chiffre concernant l'ensemble de l'Algérie pour ces dossiers, 260 dossiers, hein, pour montrer cette grande disparité. Autre fonds d'archives qui présente un réel intérêt, ce sont les archives du service des questions juives et des sociétés secrètes de la préfecture de Constantine, pardon, les archives du service des questions juives et des sociétés secrètes de la préfecture de Constantine, qui sont modestes par son volume. Et ça représente en matière de mètres linéaires 3 mètres linéaires, mais riches et diversifiés par sa teneur. Ce fut le seul des 3 services départementaux à avoir sensiblement été épargné par les destructions réglementaires. Sachez qu'au lendemain du débarquement allié, le gouvernement général d'Algérie a préféré brûler, si vous voulez, d'un point de vue administratif, ces sources du service d'organisation économique. Ont été brûlés. On a des extraits de ces destructions administratives concernant Alger, le service d'organisation économique d'Alger. Oran, on ne l'a pas. Mais pour ce qui est de Constantine, on ne sait pas par quel mystère cette destruction a été épargnée, et ce qui permet d'avoir à disposition un nombre très, très intéressant d'archives sur le département où à la fois la spoliation et le nombre d'administrateurs provisoires étaient le plus réduit par rapport à l'Oranie, par rapport à l'Algérois. Hein, pardon. Troisième grande source, et qui est vraiment essentielle quant à l'objet de mener à bien ce travail, ce sont la source imprimée, le journal officiel de l'Algérie, qui recense de manière très précise les nominations d'administrateurs provisoires, et vous avez dans ces nominations d'administrateurs provisoires des informations extrêmement riches. À la fois le nom et l'adresse de celui qui est de l'administré, c'est comme ça qu'il était qualifié, les personnes qui sont spoliées, et à la fois pour beaucoup d'entre ces informations, pour beaucoup d'entre elles, vous avez le nom de l'administrateur provisoire, sa profession et bien des fois son adresse. Hein. C'est cette source très essentielle, très importante du journal officiel de l'Algérie et conservée à Aix-en-Provence, et c'est grâce à ce document que j'ai pu avoir accès de manière pleine et entière, de façon quasi exhaustive, à l'état numérique, au bilan de ces nominations d'administrateurs provisoires. Je vous rappelle les dates, Laurent Douzou l'a rappelé, simplement en 10 mois, hein, du 23 décembre 1941 au 26 octobre 1942, près de 2900 nominations d'administrateurs provisoires y sont très précisément recensées. Autre source importante qui est, elle, consultable à la fois ici, c'est-à-dire au Mémorial de la Shoah, et à l'Alliance israélite universelle, c'est le bulletin du centre, c'est le bulletin de la Fédération des sociétés juives d'Algérie, un mensuel qui a été fondé à Alger en mai 1934 et qui, en dépit de passages supprimés par la censure, on a des blancs de temps en temps comme ça, et montre que la censure est intervenue, hein, qui donc recèle les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux biens juifs, aux
aux interdictions d'acquisition de fonds de commerce ou encore aux restrictions imposées à l'accession de la propriété foncière. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, au gré des rencontres et des opportunités, la chance de tomber sur un journal, un manuscrit intitulé Souvenirs de la guerre 39-45, journal, écrit au jour le jour par Armand Salomon Lévy-Valentin sur l'Algérie au temps des années noires, un journal dans lequel la mise en œuvre du processus de spoliation du patrimoine immobilier familial y figure très régulièrement et qui malheureusement n'a pas été édité. Alors pour la petite histoire, j'avais confié ce manuscrit à Vidal-Naquet, qui devait mettre en œuvre sa publication, et malheureusement Vidal-Naquet nous a quittés et la possibilité n'a pu être autorisée, honorée. Hein. Et puis, de temps en temps, je vous disais, on tombe aussi à la fois sur des documents vraiment hors pair, comme ce journal d'Armand Salomon Lévy-Valentin, extrêmement bien écrit et dont un certain nombre d'extraits figurent dans l'ouvrage. Et puis, d'autre part, toujours dans ces documents familiaux, ces archives familiales, vous avez un certain nombre de familles, et notamment la famille Douyeb, une des familles qui a été le plus touchée par ces mesures de mise sous séquestre, et dont un des représentants qui devrait nous rejoindre très prochainement, j'espère que peut-être il est même là, a permis d'enrichir de manière notable la connaissance de cette procédure de spoliation, c'est-à-dire que la famille avait conservé l'entière collection d'archives entre les échanges entre l'administrateur provisoire et les réponses de l'administré. Et donc tout ça a été conservé de manière très fidèle, et c'est grâce donc à M. Yves Dian que j'ai pu avoir la possibilité d'enrichir très considérablement ce travail de recherche. Et donc, troisième question qui m'était posée, c'était les grands résultats de cette démarche. Hein. De quel apport cette recherche sur l'histoire de l'une des facettes de l'Algérie coloniale durant le régime de Vichy a-t-elle pu bénéficier? Dans le cadre des nombreux travaux se rapportant aux politiques d'organisation économique, c'est la première étude faisant état de l'ampleur des mises sous séquestre des biens et entreprises rapportés à la colonie, de leur distribution géographique. Tout ce corpus de 1900 arrêtés de nomination d'administrateurs, tout ce corpus a été précisément, minutieusement rapporté sous une base Excel, et ce qui m'a permis de faire des recherches, des tris très très faciles par la suite, bien évidemment, hein. Ainsi que des secteurs économiques concernés. Au fil des années, j'ai pu retrouver la trace d'un certain nombre de descendants de ces administrés qui me confièrent, comme l'a rappelé Laurent Douzou, à la fois le portrait photographique et celle de ceux qui en furent la victime, ainsi qu'une courte biographie de leur trajectoire familiale. La loi du 22 juillet 1941, on l'a rappelé, touchant à l'organisation économique des biens d'entreprise détenus par les populations juives, applicable à l'Algérie par décret du 21 novembre 1941. Au lendemain du décret d'application, c'est une cohorte de candidats au poste d'administrateur provisoire qui ne va pas tarder à se manifester à travers tout le pays, attirés par cette opportunité d'emploi issue des lois d'exception. Les responsables du service d'organisation exigeaient avant tout, comme le formulait la circulaire de candidature, des garanties indiscutables de loyalisme envers l'ordre nouveau, auquel ils étaient censés adhérer. Corollaire à cette disposition, la tendance politique ainsi que celle des parents des candidats devait figurer d'une manière, je cite, d'une manière précise et complète sur le formulaire de candidature. Quels apports, demandions-nous, cette recherche a-t-elle pu bénéficier
Je vous propose 3 exemples. Le premier d'entre ces exemples, c'est l'état de l'opinion publique en considération de la mesure de mise à l'index de la population au travers de la rubrique des petites annonces classées qui figurent dans pratiquement tous les périodiques. Depuis l'abrogation, cette recherche a été faite depuis l'abrogation du décret Crémieux, le 7 octobre 1940, jusqu'à la victoire des Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Et en examinant cette source, et cette source, elle est disponible au jour le jour au niveau du périodique, grâce au moteur de recherche de Gallica, hein, dès le 13 décembre 1940, certaines petites annonces amorçaient leur alignement sur l'ordre nouveau. Ce jour-là, et je vous cite, un ingénieur français disposant de capitaux offrait sa contribution en vue de l'établissement d'un projet financier en commun et de préciser dans sa petite annonce « Juifs s'abstenir ». Le 22 septembre, parmi les annonces de mariage cette fois-ci, une fille, je cite, fonctionnaire, 22 ans, épouserait jeune homme non israélite. Les annonces touchant aux locations d'appartements et de villas ne furent pas non plus épargnées. Exemple, l'offre d'une villa meublée située à Alger, disponible en juin 1941 pour la saison estivale, prenez bien soin de souligner israélites s'abstenir, location d'appartements. Ce ne fut pas tout. Dès juin 1941, l'affirmation de l'altérité de la condition juive dans la colonie vit l'émergence, toujours dans le cas de ces petites annonces, en termes plus en adéquation avec le vocabulaire de l'occupant allemand en métropole et à la phraséologie nazie. Des exemples. On demande ingénieur allemand. On demande ingénieur ECP arien, 35-40 ans, non spécialisé, référence, etc. Deuxième exemple, pour une demande d'emploi, français arien, 41 ans, marié, ex-fonctionnaire, etc., etc. Le deuxième exemple, pour montrer un peu la nouveauté dans cette recherche, et Laurent Douzou l'a rappelé, et ça a trait au rapport judéo-arabe, judéo-musulman, à l'aune de la politique de spoliation des biens juifs. Et je n'insisterai pas, surtout que ça reconsidérait l'information que l'on avait jusqu'alors sur ces rapports. Je vous rappelle simplement 2 propos concernant une connaissance, une fois pour toutes établie, qu'on l'on avait jusqu'alors. Voilà ce que disait José Aboulker, donc résistant, compagnon de la libération, l'un des artisans, vous le savez, de la réussite du débarquement allié en Afrique du Nord. Et voilà ce qu'il disait. Alors que les pieds noirs se disputaient les biens juifs saisis et vendus, pas un arabe n'en a acheté. La consigne en fut donnée dans les mosquées. Les juifs sont dans le malheur, ils sont nos frères. Cette même observation figurait quelques 4 décennies plus tôt, auparavant, dans l'ouvrage de Michel Ansky, un ouvrage classique, Les Juifs d'Algérie, du décret Crémieux à la Libération, et voilà ce qu'il y précisait, un ouvrage qui est paru en 1950, et voilà ce qu'il y précisait, le fait qu'aucun musulman n'a été ni administrateur, ni acquéreur de biens juifs, entre parenthèses, sauf à de rares exceptions, témoigne de l'attitude parfaitement loyale et exempte de toute hostilité observée par les musulmans à l'égard des Israélites. Qu'en fut-il exactement? À la lumière de l'examen des archives, l'affirmation, et avec source et avec considération de recherche, doit être quelque peu reconsidérée, tant dans la propension à candidater à des postes d'administrateur provisoire que dans la volonté de se porter acquéreur de biens juifs. Voilà. Troisième exemple, c'est l'accaparement des entreprises, biens et valeurs appartenant aux propriétaires considérés comme juifs
par la législation d'exception, n'avait pas procédé de la seule politique d'organisation économique. D'autres modalités, épousant la forme de transactions volontaires et d'apparence légale, recouvraient en réalité des actes contractés sous la pression coercitive des événements. L'exposé des motifs figurant en préambule de l'ordonnance du 12 novembre 1943, touchant à la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, qui renvoyait en cela la déclaration du Comité national français, publiée le 20 janvier 1943 au journal officiel de la France combattante, stipulait en effet de, je cite, « déclarer nuls non seulement les actes qui ont directement ou indirectement profité à l'Allemagne ou à ses complices, mais tous ceux qui ont été accomplis sous leur pression ou inspiration. Elle s'applique à toutes les espèces de spoliation, depuis la saisie brutale et sans compensation de biens, droits et intérêts de toute nature, jusqu'aux transactions, et c'est là que j'insiste, jusqu'aux transactions en apparence volontaires auxquelles elle ne manque aucune des formes légales. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce second guide, je dirais, de lecture pour entrer dans l'ouvrage. Alors, j'aurais peut-être une question pour prolonger un petit peu par rapport à ce que vous avez dit, déjà en rappelant l'importance de cet épisode. On le perçoit à l'écoute des deux intervenants. Je rappelle d'ailleurs, et Jean Laloum le cite dans son ouvrage, que le grand rabbin Maurice Eisenbeth avait parlé de la ruée vers l'or juif pour cette arianisation-là. Alors moi j'aurais une petite question par rapport aux acteurs. D'un côté, les administrateurs provisoires. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, peut-être sur des cas précis, parce que vous nous avez donné vraiment le profil général. D'ailleurs, il y avait un document qui s'appelait « Instruction générale et memento guide à l'usage des administrateurs provisoires », où on disait que les administrateurs provisoires devaient assumer leur mission en bons pères de famille, vous le dites clairement. Et puis, de l'autre côté, les victimes de cette arianisation, vous avez parlé de la famille Douilleb, je pense à Adolphe Douilleb, d'ailleurs, qui s'est opposé si fortement à l'arianisation qu'il a été placé en résidence surveillée. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être, je dirais, des exemples généraux un peu types et peut-être des contre-exemples auxquels on s'attend moins? Tout à fait. Concernant les administrateurs provisoires, c'est vrai que au vu, si vous voulez, des différents exemples que j'ai pu avoir dans la lecture des différents documents, la plupart ont profité extrêmement de manière opportune à leur nouvelle fonction. Ils étaient maîtres à bord. Et donc, vous allez avoir des comportements extrêmement de fondre un petit peu sur l'opportunité qui leur était offerte pour ceux qui travaillaient dans les exploitations agricoles, par exemple. Ça va être ils vont en bénéficier, ils vont l'utiliser à leur fin personnelle de manière très massive, très massive. Et voilà, donc à la fois sur les productions agricoles, à la fois un délaissement catastrophique en matière de ce qui est de l'élevage d'un certain nombre de responsabilités qu'ils avaient sur les différents animaux de ferme dont ils devaient s'occuper. Et on voit que à partir de leur prise de fonction, il y a une déperdition énorme des bêtes qui décèdent,
Et également, ils vont se servir de manière très importante sur les exploitations agricoles en pillant littéralement un certain nombre des productions agricoles qui étaient menées parmi ceux qui avaient la charge de gérer en bon père de famille, vous l'avez rappelé, ces exploitations. Alors, c'est le paysage le plus général. Et puis, vous avez quelques cas rares, et notamment un homonyme, un Laloum qui avait pas une exploitation, mais un commerce de tissus indigènes qui se trouvait rue Gouvelot à Constantine et qui va placer comme soutien à sa tâche d'administrateur provisoire les responsables Laloum de cette importante société de tissus indigènes. Et voilà, c'est un des rares cas sur lesquels l'administré, on parle administrateur administré, c'est un des rares cas où l'administré lui donnera très rapidement quitus de son travail. Donc voilà, il y a des cas comme ça très rares, et ça se rapporte un petit peu à mon travail sur les communes de l'Est parisien. Il y a une exploitation extrêmement négative, une exploitation extrêmement âpre des biens qui sont confiés à ces administrateurs. Et puis vous aviez comme ça qui émergent 1, 2, 3 cas où l'administrateur provisoire a en quelque sorte joué le jeu dans l'acceptation gérée en bon père de famille. Voilà. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si on a normalement on doit avoir un témoin qui doit intervenir. Non, il n'est pas encore là. Il arrive, ok. Bon, alors, vous pensez... donc je pose une autre question et puis on va voir. Alors justement, ça a été dit tout à l'heure. Est-ce que vous pourrez revenir sur la fin de cette histoire? Vous l'avez évoqué. Comment ça se passe, après, je dirais, en 1943 et au-delà? Est-ce que vous pouvez venir, si vous voulez, sur cette incongruité quand même assez importante? Donc en 1943, Vichy se termine en Algérie. On demande que l'égalité républicaine refasse surface, et relativement aux administrateurs provisoires, le préalable dans la restitution des biens qu'ils avaient en charge était la reddition des comptes. La reddition des comptes, et c'était ce document qui faisait foi dans si tout était en ordre d'un point de vue juridique. Quand l'administrateur provisoire était nommé, la première action qu'il avait à opérer, c'était effectivement de dresser de manière précise l'état des biens, des comptes, des chèques bancaires, etc. Et dans le processus de restitution, c'était cette reddition de comptes argumentée. Et ça, énormément d'administrateurs provisoires se font tirer l'oreille ou ne rendent pas du tout compte. Et c'est ce préalable-là qui dépendait, si vous voulez, de la suite de la restitution. Et on le retrouve à plusieurs reprises dans les sources d'archives, c'est-à-dire que c'est la sourde oreille quand il s'agit effectivement de rendre compte de la gestion, entre guillemets, en bon père de famille. Alors, tous vont, tous vont prétendre soit être mobilisés, etc. C'est-à-dire que vous allez avoir un frein extrêmement fort, et des années durant, les comptes ne seront pas rendus. Voilà. Et ce qui fige un petit peu le processus de restitution. Est-ce que vous voulez, Monsieur Douzou, réagir à ce qui a été dit? Oui, volontiers. Pour les administrateurs provisoires, j'ai constaté à Lyon et dans sa région les mêmes types de profils. Il y a la prédation, ça c'est très clair, qui quelquefois se double d'un engagement politique et idéologique. C'est-à-dire qu'on trouve par les administrateurs provisoires des antisémites patentés, qui sont organisés comme tels.
Donc il y a à la fois faire un profit et faire une bonne action, puisqu'on considère que les juifs sont nocifs. Il y a ensuite l'opportunisme dont vous avez parlé. Et alors, en zone sud, ce qui est intéressant, c'est que quand on peut dire opportunisme au sens strict du terme, il y a un chômage massif, il y a une atonie économique, et donc il y a des gens qui, sans même réfléchir littéralement aux implications que ça a, voilà une opportunité d'essayer de vivre comme ils le peuvent. Il y a ensuite les bons pères de famille. Alors, c'est une expression, vous le savez, juridique qui est utilisée, qu'on utilise assez couramment. Il y en a eu de vrais. Il y a des gens qui ont effectivement géré ces biens au mieux, et notamment en permettant aux administrés, donc aux spoliés, de vivre, c'est-à-dire en leur donnant l'argent nécessaire, enfin, donnant l'argent de leur fonds, mais enfin, en faisant en sorte qu'ils puissent vivre plus ou moins. Et puis, il y a même certains administrateurs provisoires qui ont été dessaisis par le commissariat général aux questions juives parce qu'on les jugeait trop mous, voire complaisants envers leurs administrés. Donc il y a toute cette palette très large. Et puis le dernier point, c'est sur les restitutions. Vous avez dit qu'en 1943, c'est parfaitement exact, le journal de la France combattante, le journal officiel, déclare la nullité de ces actes. Mais il ne dit en aucune manière comment, cette nullité étant actée et prononcée, on va s'y prendre pour restituer les biens. Et c'est là que pour moi, il y a un fossé, un gouffre entre la métropole et l'Algérie. Parce que l'Algérie dont on parle, c'est celle qui est confiée à l'amiral Darlan, puis au général Giraud, qui sont quand même des gens dont le moins qu'on puisse dire est que leur engagement avec Vichy est incontestable. Et le général Giraud, jusqu'en mars 1943, s'arc-boute sur le fait qu'on laisse en place une législation qui est celle de Vichy. En métropole, il n'en va pas du tout de même. C'est pour ça que je disais, j'insistais sur le rôle du professeur Thérouanne, parce que là, on voit que pour la résistance, il n'y a pas de discussion. La restitution doit avoir lieu. Mais comment s'y prendre? Vous avez dit, le nœud du problème, c'est que les administrateurs provisoires doivent rendre des comptes. Mais le professeur Thérouanne, il a une politique toute simple. Quand il comprend qu'ils traînent des pieds, il bloque leurs comptes. En leur disant, aussi longtemps que vous n'aurez pas répondu à nos questions et rendu des comptes, vos comptes sont bloqués. Mais ça les incite à rendre des comptes. Là, il y a vraiment, vous voyez, deux situations qui sont, à mes yeux, totalement différentes. Mais ça peut se comprendre. Émile Thérouanne, c'est un résistant qui sort de Montluc. Marcel Pérouton, à Alger, c'est pas absolument un résistant qui sort des geôles. Donc, on a d'un côté une haute administration avec son savoir-faire mais ses limites, et on a de l'autre côté un résistant qui s'improvise haut administrateur, mais qui reste avant tout quelqu'un mu par des convictions, des valeurs très fortes. Donc pour moi, là, il y a une différence qui est cruciale. Alors merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des étudiants parmi vous, mais là, ils vont avoir l'exemple d'une question historique parfaite, parce qu'on a eu le fond, les documents, et puis maintenant, nous avons le témoin, enfin le petit-fils, évidemment. Et donc, c'est un grand plaisir d'écouter donc Monsieur Yves Gian, qui descend donc de la famille Douyeb, dont on a parlé tout à l'heure, et qui justement va nous donner son témoignage. Vous voyez comment les strates documentaires et les témoignages se complètent. Voilà, à point nommé. Merci beaucoup. Je suis le petit-fils d'Élie Douyeb, qui faisait partie de la fratrie Élie et Adolphe Douyeb, qui ont construit pratiquement un empire en Algérie et qui ont été spoliés du jour au lendemain de leurs biens par Vichy via des administrateurs provisoires. Qu'est-ce que vous souhaitez encore? Peut-être donner des exemples. Alors, je vous donne des exemples. Mon grand-père avait 52 immeubles, je dis bien immeubles et pas appartements, 52 immeubles à Alger. Il avait également 12 propriétés agricoles
représentant ensemble une surface de 2000 hectares. Et tous ces biens ont été pris. Il avait en plus une société, c'est comme ça qu'il a commencé à faire sa fortune. Il a une société de textile qui était la première société de textile d'Afrique du Nord, qui s'appelait la SATA, Société anonyme des textiles d'Algérie. Et avec le gouvernement de Vichy, tout a été spolié par des administrateurs qui se sont un peu disputés parce qu'ils voulaient absolument prendre ces biens. Pour la petite histoire, je vais raconter quelque chose que je ne vous ai pas raconté, mais qui est pour moi un symbole extraordinaire. Mon grand-père, qui avait pour tout bagage le certificat d'études, a été sollicité pour devenir administrateur de la Banque de l'Algérie. Il est devenu effectivement administrateur de la Banque de l'Algérie, et je ne crois pas, dans mon souvenir, ni même dans le vôtre peut-être, je n'ai pas souvenance que quelqu'un qui avait seulement le certificat d'études soit devenu administrateur d'une banque d'État. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Alors, après ça, non content d'avoir saisi l'ensemble des biens de la famille Douyeb, les lois raciales ont été appliquées en Algérie d'une certaine façon, plus durement qu'en France. C'est ainsi que, alors qu'en France, les petits juifs allaient à l'école, moi, on m'a fait sortir de l'école en me disant, les juifs, vous ne revenez plus. Je crois que vous avez dit ça. Bon. Deux choses. Oui. Le patrimoine Douyeb a été extrêmement comment dire, convoité. Oui, évidemment. Vous avez des exemples et puis comment ça a été restitué? Voilà, ça c'est important. Ah non, ça n'a rien été. Ah oui, pardon, ça a été restitué, c'était repris après. Mais racontez peut-être la restitution de 43. Bon, en 43, il y a eu une restitution symbolique. Je dis symbolique parce que finalement, cette restitution a eu lieu dans les textes, mais après, les événements d'Algérie ont fait que tout nous a été repris encore. Qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'est-ce que vous souhaitez que je... Comment la famille a été entravée dans son quotidien? Ah oui, alors attends, alors, ce qui était beaucoup plus grave que les pertes matérielles. Mon grand-père a été du jour au lendemain, plus exactement du soir au lendemain, j'ai souvenance que c'était un soir de Rosh Hashanah. Je ne suis pas sûr que ce soit un hasard. D'ailleurs, je ne crois pas au hasard. Je pense que c'était tout à fait volontairement qu'ils ont fait ça le soir de Rosh Hashanah. Ils devaient dîner en famille, avec toute la famille. Et ma mère était allée le chercher à son bureau qui était au 32 rue de la Lyre. Et quand elle est arrivée, au bout de quelque temps, un commissaire de police est arrivé et il a dit « Monsieur Douyeb, je voudrais avoir une conversation avec vous ». Il l'a fait rentrer dans son bureau et quand il est ressorti avec le commissaire, peu de temps après, il avait les menottes au poignet. Et on l'a de là emmené avec le commissaire à Barberousse, c'est-à-dire la prison d'Alger, alors qu'on ne savait même pas ce qu'on lui reprochait. Il était absolument pas, il n'a même pas pu être informé du reproche qu'on pouvait lui avoir fait. Donc il est allé à Barberousse, il a été détenu assez longtemps,
il a été mis en liberté provisoire et de là, il a été envoyé par le gouvernement de Vichy dans ce qu'on a appelé par la suite les camps de juifs. C'était des camps qui étaient situés dans le Sahara, à plus ou moins grande distance d'Alger. Mon grand-père a été envoyé au camp le plus éloigné d'Alger de toutes les victimes, qui étaient essentiellement 50 commerçants juifs. Il a été envoyé à Insala, qui se trouve à 2000 km d'Alger, en plein Sahara. Et quand on a décidé, le gouvernement de Vichy, quand le gouvernement de Vichy a décidé de lui faire un procès, ils ont, pour essayer de justifier ces voies de fait, ils l'ont donc enfermé à Insala et après, ils ont décidé de le faire juger par un tribunal militaire qui, bien évidemment, se déclarait totalement incompétent. Et ensuite, ils ont décidé de le faire juger par le tribunal d'État de Lyon. Le tribunal d'État de Lyon, pour la petite histoire, c'est lui qui a condamné à mort Delattre de Tassigny, qui ensuite est devenu maréchal de France. Pour la petite histoire. Donc, pour pouvoir les transporter à Lyon, à Insala, où se trouvait mon grand-père, il n'y avait même pas de voie ferrée. Donc, on l'a fait transporter en camion jusqu'à la gare la plus proche, qui était tout de même assez éloignée. Et j'ai souvenir qu'il a eu, c'est un petit détail, mais qui m'a marqué dans ma plus tendre enfance, j'avais 3 ans et demi, il a demandé, sachant qu'il allait passer vers Alger en train, après le voyage en camion, il a demandé à ce que ma mère et moi, nous allions un peu à sa rencontre et qu'on fasse les 50 derniers kilomètres avec lui. C'est un souvenir qui m'est resté toute ma vie. J'ai vu mon grand-père, le train a eu du retard parce que on l'a pris, nous, à Blida, c'est-à-dire à 50 km d'Alger. Et je me souviens que mon grand-père m'a montré son genou qui était à l'époque couronné. Il avait dû tomber, je pense qu'il est tombé du camion et qui s'est couronné le genou. Mais dans ma mémoire d'enfant, j'ai le souvenir d'un trou béant dans son genou. Et je me souviens qu'en racontant ce qu'il avait subi, il a levé son pantalon et il nous a montré ce trou. Et ensuite, il est arrivé à Alger. À Alger, on l'a amené à la gare maritime. Et de là, il est parti avec tous les autres qui se sont retrouvés à la gare maritime. De là, il est parti en France en bateau. Et de Marseille, il a été envoyé à Lyon. Et c'est là qu'il a été jugé au tribunal d'État et qu'il a été condamné toujours pour des choses qu'il ignorait totalement. Encore une fois, il ne savait absolument pas ce qu'on pouvait lui reprocher. Voilà. Merci. Des questions peut-être? Merci. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Je crois que voilà, cette question, on a réussi à vous en montrer l'importance à tout point de vue, importance scientifique et bien au-delà. Et je suis sûr que vous pourrez vous procurer d'ailleurs l'ouvrage ici même. Voilà, donc je ne doute pas que nous ayons suscité votre intérêt. Nous pouvons, si vous le souhaitez, passer à une série de questions adressées à l'auteur ou
à tel ou tel autre des intervenants. Merci. J'ai une question pour M. Dezou à propos de la date, disons ce que j'appelle de péremption. Vous avez parlé du 27 octobre, je crois, 42. Ah. 26 octobre, oui. 26 octobre 42. Voilà. Donc, 26 octobre 42, c'était avant le 8 novembre. Oui, absolument. Donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient fait cette démarche? Ça m'intéresse grandement parce que je suis intéressée donc, par le 8 novembre. Je suis la présidente des Compagnons du 8 novembre 1942 et ça m'a tiltée parce que ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose quelques jours avant. Moi, je ne peux que constater qu'en lisant Jean Laloum, je trouve cette date du 26 octobre. Je ne sais pas du tout pourquoi ça s'interrompt là. Donc là, je crois qu'il faut lui laisser la parole. D'accord. Donc il faudrait que j'ai plus souvenir du contexte. Donc c'est la date que j'ai notée aussi. C'est la date à laquelle s'arrête le processus d'organisation. voilà. De nomination. Si je peux dire une chose, je me permets d'intervenir. au micro, parce qu'on entend. Pardon. Le 27 octobre 42, c'était juste avant le débarquement des Américains en Algérie. Oui, mais c'était pas après, c'était avant. Non, c'était avant. Alors justement, pourquoi est-ce qu'ils ont pris une décision quelques jours avant? C'est assez intéressant au niveau politique. J'avais 3 ans et demi encore. Oui, mais c'est pas à vous que je pose la question. C'est la date du 26 octobre 42, oui. c'est une date qui est un peu pragmatique. C'est à cette date-là qu'il n'y a plus de nomination d'administrateur provisoire. Hein, voilà. Les 10 mois dont il est question, hein, le dernier arrêté de nomination s'arrête là. Hein, pour vous dire la raison qui a présidé à arrêter là les nominations, je peux pas... Oui, c'est ça, on ne le sait pas, mais voilà, je me pose la question. Hein, c'est-à-dire de façon pragmatique, le travail de recension des administrateurs provisoires, ça a été corroboré par le conservateur en chef des Archives nationales d'Outre-mer à Aix, pour être sûr de n'avoir oublié personne, hein, et j'allais dire de façon pragmatique, encore une fois, ça s'arrête. Hein. Pour quelles raisons ça s'arrête là et pourquoi ça ne poursuit pas un petit peu plus avant le débarquement allié? Voilà. Hein. C'est un état d'information, mais qui n'a pas, disons, expression d'explication plus avancée que ça. D'accord. Donc, en fait, quel était l'arrêté qu'il y avait avant? C'était à quelle date celui qu'il y avait avant? C'était une semaine avant, 2 semaines avant? Celui avant le 26 octobre. Donc, ça veut dire qu'il y avait une suite d'arrêtés? C'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'on sait de façon très précise les arrêtés. Je vous rappelle qu'un arrêté de nomination provisoire, ça peut concerner un individu comme ça peut concerner 100 individus. Hein. Un arrêté, c'est des fois un administrateur provisoire peut diligenter une personne, enfin le bien d'une personne, comme il peut en diligenter une centaine. Hein. Voilà, les arrêtés sont très variables. Hein. Voilà. Okay. Et pour en revenir à M. Dian, pour montrer un peu que les mesures d'arianisation, ça allait défaire, entre guillemets, la puissance juive, hein, dans la considération, dans l'acception du régime de Vichy, les djians, enfin les douillèbes, pardon, les douillèbes sont les premiers touchés par les mesures de spoliation. Hein, et cette mesure d'arianisation concernant leur famille, hein, vous vous rappelez qu'il y a, enfin vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont lu, qu'il y a les 2 frères Élie et Adolphe Douilleb, qui sont à la tête effectivement de cet empire à la fois agricole, immobilier, etc. C'est eux qui sont stigmatisés les premiers. Et la perspective de Vichy, c'est de montrer effectivement on défait la puissance juive. Hein, c'était ça. C'est exactement ça. Voilà. J'ai une question. Quelles ont été les activités ciblées
par ces spoliations? Est-ce qu'il y avait des priorités qui étaient de l'ordre de l'importance de l'activité de familles juives, ou est-ce que c'était également de façon sectorisée? Vous avez parlé d'activités cinématographiques. Est-ce que tous les commerces ont été ciblés, ou est-ce qu'il y avait une hiérarchisation? Alors, je peux répondre à cette question. Ce n'était pas du tout des activités sectorisées. Il y avait 2 critères. Le premier, évidemment, c'est que c'était des biens juifs. Et le deuxième, c'est que c'était des biens importants. Plus les biens juifs étaient importants, et plus les administrateurs provisoires et la clique de Vichy s'acharnaient. Non, effectivement, Laurent Douzou l'a rappelé, autant en France métropolitaine, la moindre expression commerciale, les tailleurs en chambre, les brocanteurs, les marchands forains, etc., avaient un administrateur provisoire. Autant en Algérie, c'est effectivement globalement, mais pas que, et pas essentiellement que, c'était les biens les plus pondéreux, les biens les plus importants. Mais qu'on voit en matière, quand j'ai dressé effectivement cette liste de nominations, il y a à peu près, je vous ai dit, 2500, 2800 nominations, et il n'y a pas j'ai pas trouvé d'expression commerciale modeste. Voilà, je crois qu'une ou deux, c'est tout. Le reste, c'est effectivement le secteur agricole, notamment les minotiers. Mais les minotiers, on ne peut pas se arianiser comme on veut, parce que la minoterie, c'est-à-dire la production de farine, elle est essentiellement destinée à la population de la colonie, mais plus particulièrement aussi et avant tout dans l'aspect, disons, massif aux populations arabo-musulmane. C'est le pain, c'est tout ça. C'est le couscous. C'est le couscous qui était une tradition. Donc on ne pouvait pas désorganiser cette industrie. Il fallait vraiment y aller de manière très circonspecte. Voilà. Des questions? Oui, j'ai une question pour le professeur Douzou. Tout à l'heure, vous nous aviez parlé de l'arianisation des biens juifs donc en Algérie, et qui avait perduré, y compris jusqu'en 1947. Ça m'a interpellée parce que vous avez dit qu'à un moment, il y avait un gouverneur, n'est-ce pas, en Algérie. Donc la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir d'où venait cette décision de faire perdurer cette arianisation des biens juifs au-delà même de la fin de la guerre. Était-ce du gouverneur local? Était-ce du gouvernement français en France métropolitaine? Voilà, c'était ça m'intriguait vraiment parce que, je veux dire, en lisant certains articles, on voit que quand même le gouvernement français ne voulait pas trop de musulmans en France. On savait aussi que des colons français avaient monté les Arabes contre les Juifs, qu'il y avait de l'antisémitisme. On l'a vu en 1934, on l'a vu en 1955. Donc, c'est pour ça que ma question, c'est était-ce les gens, le gouverneur local, ou au contraire une autre autorité beaucoup plus importante qui arrivait de France, si je puis dire? Oui. Donc, vous me disiez en un mot. Oui, c'était de savoir. Pourquoi en 47, jusqu'en 47? Pourquoi jusqu'en 47? C'est ce que j'expliquais. Pourquoi en 47, c'est-à-dire que la procédure de restitution, elle va être freinée de manière multiple. À la fois, on a parlé de ces comptes qui n'étaient pas rendus par les ex-administrateurs provisoires, parce qu'ils ne sont plus là, et à la fois par le fait que, comme l'a rappelé Laurent Douzou, au sein du service de restitution, il y avait les anciens responsables de l'arianisation économique. Voilà. Alors simplement, vous avez demandé si le gouvernement provisoire de la République française faisait traîner les choses.
C'est une question complexe. Sur le plan de la restitution, pas du tout. Il y a une vraie volonté d'opérer ces restitutions. Mais il y a une deuxième question beaucoup plus délicate, c'est comment on se comporte vis-à-vis des colonies, vis-à-vis de l'Algérie, et vis-à-vis des colons. Donc il y a aussi probablement une volonté de ne pas froisser des colons et de paraître en quelque sorte les désavouer. Mais ce que dit Jean Laloum, c'est vrai, ça a été vrai en France, mais ça a été très vite réglé. Il y a toute une stratégie des administrateurs provisoires pour essayer de ne pas rendre de compte, et même pour faire passer leur action comme une action de protection des gens qui ont contribué à spolier. Ça, c'est vrai en métropole comme ça l'est en Algérie. Mais en métropole, on les met au pas beaucoup plus vite. Mais la situation est plus simple. Une question un petit peu matérielle. J'aimerais savoir s'il y avait des militaires nazis en Algérie ou si c'était la police française qui s'occupait de cette aryanisation pour priver les personnes de leurs biens. J'ai essayé de dresser, parce que les informations figuraient dans le journal officiel de l'Algérie, plusieurs fois, il y avait effectivement la profession de l'administrateur provisoire. Donc il y a un certain nombre de militaires qui figurent dans les administrateurs provisoires. Vous avez même un général qui va spolier à Tlemcen la famille Benzaken, qui était minotier. Hein. Donc, dans le panel des professions des administrateurs provisoires, vous aviez une palette extrêmement large de professions, beaucoup de retraités, hein, figuraient parmi ces administrateurs provisoires. Et puis, je vous ai dit, une palette extrêmement large de ceux qui vont vouloir participer à cette démarche que permet effectivement les lois d'exception, évidemment. Mais ce sont des militaires français. Ah, ben oui, des militaires français. Il n'y avait pas d'Allemands en Algérie. Il n'y avait pas d'Allemands, c'est très essentiel. Il n'y avait pas d'Allemands en Algérie, comme l'a rappelé. Mais il y a des Allemands en zone sud, ça n'empêche que c'est le commissariat général aux questions juives qui administre ces questions, en étant très tatillon sur ses attributs, en refusant absolument que les Allemands empiètent. Une des raisons de la loi du 22 juillet 1941, c'est que les Allemands commencent à aryaniser en zone nord et que le gouvernement français se dit, mais donc les Allemands vont faire main basse sur nos richesses. Donc il y a vraiment une volonté française, c'est-à-dire de l'État français de Vichy, d'avoir la haute main sur le processus d'aryanisation. Le terme, il est tiré directement de l'allemand, mais la pratique, elle est purement française. Alors, je pose des petites questions là. En ce qui concerne les administrateurs provisoires, pourquoi ce terme provisoire? Ça interpelle un petit peu. Dans ce lot de 3000 administrateurs, est-ce qu'il y a eu des femmes déjà? Alors, deuxième type de question. Des femmes tout à fait très minoritaires. Oui. On peut deviner pourquoi les femmes sont moins âpres au gain. Deuxième type de question. Le destin des Juifs d'Algérie était-il écrit comme celui des destins des Juifs de France? Et ont-ils été sauvés par le gong de l'opération Torche? Et dernière question au témoin. J'imagine que son grand-père, j'espère que son destin n'a pas été fatal. Vous n'avez rien dit sur le destin de votre grand-père qui a été déprimé, j'imagine. Je vais vous répondre. Mon grand-père, à la suite de ce procès, a été condamné, enfermé à la prison de Lyon. Il en est ressorti à l'expiration de la peine qui lui avait été fixée et il s'est retrouvé seul à Lyon. Et pour la petite histoire, il avait maigri de 50 kilos et il est mort de maladie avant la fin de la guerre. Ah, c'est mon père, ça. Alors, mon père, lui, dont la famille était à Lyon, est venu en Algérie avec ma mère
Et il est retourné à Lyon pour la naissance de sa petite nièce, qui est morte à Auschwitz avec sa mère. La petite fille s'appelait Martine Polak. Elle avait 14 mois et elle était avec sa mère qui s'appelait Denise Polak. Quant à mon père, il devait se rendre, j'ai un souvenir très précis, il devait se rendre à Lyon pour la naissance de sa nièce. J'ai encore souvenir de son départ, ma mère en sanglots qui faisait tout pour l'empêcher de partir, et il est tout de même parti, et il avait pris son billet de retour sur le ville d'Alger, et leur billet de retour était pour le 7 novembre 1942. Mon père a pris le bateau, est allé jusqu'à Marseille. Il a pris le bateau le 7 novembre 1942, et dans la nuit du 7 au 8, il y a eu le débarquement. Le bateau, qui était le ville d'Alger, se trouvait au large des Baléares, c'est-à-dire plus près d'Alger que de Marseille, et le capitaine du bateau, lorsqu'il a été avisé du débarquement, a, pour des raisons que j'ignore totalement, a décidé de faire demi-tour. Mon père s'est donc réveillé le 8 novembre 1942 à Marseille en croyant arriver à Alger. Voilà, je vous ai tout dit. Les raisons du capitaine, je ne les connais pas. Oui, je vous en prie, monsieur. Non, jamais. Non, ah non, attendez, j'ai pas. Il a fait demi-tour. Il s'est retrouvé le 8 novembre 1942 à Marseille. À partir de là, les Allemands ont interdit toute communication entre l'Algérie et la France. Mon père est donc resté en France, et de là, il était à Lyon. De là, il a été dénoncé par un milicien à la Gestapo. Il a été arrêté le 1er avril 1944. Il a été envoyé au Fort Montluc. Je ne sais pas si vous savez ce qu'était le Fort Montluc. Le Fort Montluc, c'était une prison, mais qui est devenue encore plus sordide quand on y a envoyé des Juifs qui finissaient en déportation. Et pour la petite histoire, cette prison a été visitée par Emmanuel Macron lors de l'anniversaire de la victoire le 8 mai. Le 8 mai, maintenant, c'était 2024. Quant à mon père, donc, il a été envoyé dans ce Fort Montluc qui était sordide, et à l'intérieur duquel il y avait encore plus sordide ce que l'on a appelé la baraque aux Juifs. De là, il a été envoyé à Drancy, et de Drancy, il est parti pour ce qu'on a appelé pendant très longtemps une destination inconnue. En fait, c'était le convoi 73 qui a été dirigé non pas vers Auschwitz, mais vers les pays baltes. Ce convoi qui se composait de 878 hommes, il n'y avait que des hommes, a été jusqu'au camp de Kaunas en Lituanie. Là, il y a eu les 2/3 du convoi qui sont descendus au fort numéro 9 de Kaunas. Je pense, mais je n'en suis pas sûr, que mon père faisait partie de cette tranche, et les autres ont continué leur route, si j'ose m'exprimer ainsi, jusqu'à Reval, en Estonie. Il y a eu quelques survivants de Reval,
mais aucun de Kaunas en Lituanie. Je suis allé moi-même visiter le camp de Kaunas et le camp du Struthof. Et voilà. Tout ça est dramatique, bien sûr. Oui, messieurs, merci pour votre présentation. J'aurais une question sur un sujet qui occupe une place importante dans le champ des recherches sur les spoliations des Juifs. C'est les spoliations d'œuvres d'art, de biens culturels de valeur. Je ne sais pas si ça a été un sujet en Algérie et dans quelle mesure ça l'a été. Des collectionneurs, des galeries, ce genre de choses? À ma connaissance, je n'ai pas eu, dans le cadre de mes travaux de recherche, connaissance de ce type de biens en Algérie. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, voilà, donc des familles importantes comme la famille Douyeb, hein, si ces types de familles, des familles bien installées, avec une réussite sociale aboutie, on va dire, avaient eu des biens de type tableau, etc., vous en auriez eu. Bien sûr que j'en aurais connaissance, mais c'était pas le genre de la famille. La mentalité de la famille, c'était d'acheter des choses qui pouvaient rapporter. Voilà. Je crois... je suis ici, là. D'une manière générale, je dirais que c'était les Allemands qui étaient plus intéressés par l'art et par les Français. Ça, c'est peut-être faux, mais je pense que c'est assez connu que les Allemands étaient très intéressés par l'art, et puis les Français beaucoup moins. Je voulais... oui, je suis un petit peu loin. J'étais en train de penser à un truc et c'est reparti. Allez-y. Bah oui, j'étais en train de penser quelque chose et c'est reparti. Alors, on va passer au suivant. Alors, une autre question. Oui, bon, je voulais simplement vous poser une question sur l'application territoriale, parce que personnellement, je suis originaire d'Algérie, et donc j'ai eu donc une partie de la famille qui a été touchée, notamment à Alger, une grande tante qui avait une entreprise de chauffage et qui a été touchée donc par cette spoliation. Mais par contre, j'avais un grand-père du côté de Tlemcen et qui avait notamment des mines. Et apparemment, il n'y a rien eu de particulier le concernant. Alors qu'après la fin disons, sur 43, 44, il nous avait bien signalé que des ingénieurs étaient venus, notamment avec les Américains, pour voir si on ne pouvait pas utiliser ces exploitations, ces mines, donc qui étaient connues, pour une utilisation militaire, puisqu'elles ont été reconverties. Mais donc, apparemment, lui n'a pas été touché. Alors pourquoi y a-t-il eu une application variable selon les territoires et selon quels critères? Bon, alors l'importance, mais comment est-ce qu'on a vraiment choisi? C'est difficile. C'est vrai que c'est un travail qui est, on va dire, toujours en cours. Hein. La réalité, pour quelles raisons certains biens ont été effectivement touchés. Il y a des biens qui ne posent aucun type de problème tel que vous l'évoquez, c'est-à-dire les biens immobiliers, les minoteries, tout ça, c'est clair et net, c'est carré. Hein. Il y a un certain nombre de biens qui sont très peu, mais de facture modeste, hein, et qui sont dans le processus d'arianisation. Pour quelles raisons, hein, et notamment un commissionnaire en douane qui avait comme bien, j'allais dire, 2 chaises, un tréteau. Voilà. Pourquoi celui-là a-t-il été touché? Très peu nombreux, encore une fois. Je ne pourrais pas vous répondre. J'allais dire, les recherches sont toujours à mener. J'ai essayé, apparemment, il y a un certain nombre de sources d'archives qui demeurent
dans les wilayas en Algérie. Je n'ai pas réussi, je vous dis la réponse qu'on m'a faite concernant ma volonté de pouvoir y aller et travailler. Donc, à la fois, c'est un ouvrage qui est riche d'informations, mais également l'histoire des Juifs d'Algérie sous Vichy, dans ses aspects économiques, ne reste pas à faire, mais il y a encore du grain à moudre, très probablement, pour d'autres recherches ultérieures. Hein, voilà. Il y a des questions auxquelles je ne peux pas donner de manière carrée de réponse. Ça en est une. Oui, j'ai une question au sujet de l'indemnisation, de la question de l'indemnisation liée au préjudice qu'ont subi donc les administrés, sachant qu'une partie du capital spolié a pu être détruit, puisque vous avez évoqué cette appropriation abusive des administrateurs. Donc, est-ce que c'est une question qui a été traitée par quelle commission? Est-ce que la responsabilité de l'État français sur ces lois racistes qui ont permis ça a été reconnue? Et qu'en est-il de la question de l'indemnisation, s'il y en a eu? Et je pense, parce que je suis petite fille d'une famille qui est d'Algérie, je pense à cette commission d'une fondation allemande qui a essayé de pallier les préjudices des Juifs en Algérie, très récemment d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, en versant des sommes aux personnes vivantes, indépendamment d'ailleurs de savoir s'ils étaient propriétaires ou pas, me fait penser qu'il y a ce travail qui a été mené en Allemagne. Est-ce que ce travail a été mené en France? Merci. Oui, alors d'abord, pour ce qui concerne cette commission dont vous avez parlé, la commission d'indemnisation des victimes des lois et mesures de spoliation, l'acronyme CIVS, est toujours d'actualité, c'est-à-dire que vous avez tout à fait capacité à monter auprès de cette institution qui est placée sous l'autorité du Premier ministre et sur papier libre, je vous l'ai dit, hein, de manière tout à fait simple, vous dites, voilà, je suis la petite fille de monsieur, madame, dont les biens, etc. Sachez que cette commission a des antennes un petit peu partout, c'est-à-dire aussi bien aux archives nationales d'outre-mer, etc., dans tous les lieux possibles relativement aux dépôts d'archives, aux conservations d'archives, et ce sont à eux d'effectuer, si vous voulez, cette recherche pour vous confirmer ou vous infirmer de ce qui est possible. Donc, à l'heure où je vous parle, il est tout à fait possible si vous en êtes persuadé, amener, s'il est possible encore une fois, des éléments de preuve de cette existence de biens immobiliers ou autres en Algérie. Et puis, cette commission, je vous ai dit, fonctionne, et donc vous aurez réponse de toute façon. Hein, elle se réunit régulièrement, elle vient de muter là, et parmi les gens de cette réunion, parmi les chercheurs, il y a, vous connaissez Alia Aglan, qui en fait partie, vous connaissez celle je connais qu'elle. Voilà, il y a des chercheurs universitaires qui font partie de cette CIVS, hein, qui sont spécialisés dans l'histoire, dans l'étude de l'histoire de la spoliation. Donc vous avez des gens de qualité qui figurent au sein de cette commission d'indemnisation, et donc il vous appartient de monter au créneau, de poser la question. Moi, je suis intéressé. Moi, je vous dis, je continue de recherche sur la politique d'arianisation parce que je voudrais aller plus avant que ce premier travail. Et donc, si certains d'entre vous ont eu leur ascendant touché, moi, je suis preneur. Moi, mon mail est tout simple. jean.laloum@cnrs.fr. Il est tout simple. jean.laloum@cnrs.fr. Je regarde ce qu'il en est par rapport effectivement à ce que j'ai compulsé, à ce que j'ai engrangé pour ces spoliations, et je vous dirai bien évidemment ce qu'il en est dans les sources actuellement disponibles. Hein, voilà. Donc c'est à vous qu'il appartient de monter au créneau, de poser la question, et ils vous répondront de toute façon.
essayer d'argumenter autant que possible, mais vous aurez des réponses. Une question de chercheur, savoir l'ampleur de l'indemnisation, est-ce qu'elle a eu lieu par rapport au capital Il y a des critères de prise de décision. Il y a des critères. C'est des biens mobiliers, enfin c'est des biens immobiliers, pas ce type de biens, pas ceux qui ont été perpétrés par fait de guerre. Cela ne compte pas, si vous voulez. Il y a un certain nombre de critères définis. Donc, si vous rentrez dans les cases, ils vous répondront de toute façon. C'est une commission qui fonctionne. Voilà. L'Algérie, autant vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous, autant le monde de la France métropolitaine, ils sont montés au créneau très vite, très tôt. Ils ont, et Laurent Douzou le rappelait, en France, il suffisait d'être brocanteur, marchand forain pour avoir effectivement associé à sa dépossession un administrateur provisoire. Autant en Algérie, il y a peu de monde. Et puis le monde de l'Algérie ignore la capacité effectivement de monter au créneau auprès de cette CUS. Autant la culture, on va dire, du monde de France le sait, parce qu'il y a un tissu associatif très important, les informations ont circulé. Autant les Juifs d'Algérie, ils ne sont pas très portés, c'est mon analyse personnelle, autant les Juifs d'Algérie ne sont pas portés un petit peu sur l'histoire, la mémoire, la perpétuation de la mémoire. On le comprend un peu. Pourquoi? Parce qu'en métropole, vous n'avez pas eu la déportation, évidemment. En Algérie, pardon, vous n'avez pas eu de la déportation, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, en France métropolitaine. Tout ça fait que, voilà, qui explique les façons d'avancer des uns et des autres en matière, disons, de culture et autres. Voilà. Alors moi, je suis interpellée par les administrateurs donc provisoires. Donc chacun savait que c'était provisoire, parce que vous avez évoqué que ça serait 10 mois. L'objectif de provisoire, c'était que, in fine, le bien devait être transféré entre des mains ariennes. C'est ça le provisoire. Ah oui, d'accord. Les administrateurs provisoires n'étaient provisoires que dans ce passage du bien juif à l'arianisation. C'était ça le provisoire. Parce que donc quand on dit le bien, il est ou vendu ou liquidé. Voilà, c'est ça. Ah oui. Si on estime qu'il n'a pas d'intérêt économique, on le liquide. Le tribunal de commerce raye l'entreprise. Oui, alors donc le terme administrateur était vraiment pas approprié, puisque un administrateur est censé gérer et pas censé gérer à des fins. Oui, alors voilà. de transfert de biens. Et alors, est-ce qu'il y a eu des procès, puisqu'il y en a certains, vous l'avez dit, qui ont été vraiment fait des malversations. Est-ce qu'il y a eu des jugements? Est-ce qu'il y a eu au moins de l'opprobre ou quoi par rapport à ces administrateurs? Ou est-ce que tout le monde est reparti tranquille? Non, il y a eu des associations qui ont essayé de faire en sorte de dire il faut que justice soit rendue, et dans cette perspective de justice rendue, c'était de dire que les avoirs acquis par cette spoliation devaient être restitués, mais c'est resté qu'un vœu pieux. Après, il y a quand même eu des procès, notamment de gens qui étaient à la fois administrateurs provisoires et par exemple miliciens. Donc on pouvait en rendre compte de ce fait. C'était des gens qui s'étaient rendus coupables de délits ou de crimes. Et à cette occasion, dans le cadre du procès, on trouvait cette destination d'administrateurs provisoires. Donc ils ont... Non, les administrateurs provisoires purs et durs doivent rendre des comptes. C'est tout. Alors après, si, il y a des processus où si quand même ils peuvent relever de l'indignité nationale, ou si leur comportement est crapuleux, il y en a eu, dans ce cas-là, oui, des sanctions ont été prononcées. Il me semble avoir lu que lorsque les Juifs d'Algérie ont été appelés à se déclarer comme Juifs au commissariat local, ils devaient non seulement décliner leur identité, etc., mais également donner une liste de leurs biens, de leur patrimoine. Est-ce que c'est exact? Et est-ce que ceci a servi justement après à déterminer quels étaient les Juifs à spolier?
Je confirme. Et est-ce qu'on a ces documents-là? Je confirme. Vous avez dans l'ouvrage, si vous voulez, le questionnaire qui intéresse à la fois la personne et ses biens, hein, qui était à remettre à une date donnée de façon très précise, donc aux autorités. Vous avez effectivement, ça marchait de cette sorte, c'est-à-dire que les Juifs d'Algérie, ils étaient recensés, hein, recensés. Dans le recensement, vous aviez dans le questionnaire qui figure dans l'ouvrage, vous aviez les différentes questions posées, hein. Donc, comme c'est en Algérie, les questions du décret Crémieux, vous êtes juif sous quelle forme via décret Crémieux, français sous quelle forme via le décret Crémieux ou autre, hein. Et puis vous avez une partie importante qui concerne les biens, et vous avez dans la presse en disant, il y a certains juifs qui se demandent de quelle façon il faut comprendre le terme bien, et donc vous avez dans la presse par exemple, dans l'Écho d'Alger, vous avez effectivement l'explication de ce qu'on entend par bien. Voilà, les limites de ce qu'on entend par bien, hein. Et tout ça, bien évidemment, ça va servir à des fins de constituer les biens qui vont être assignés à administrateurs provisoires, etc., bien sûr. Alors... Non, on n'a plus. Je vous ai dit que tout ça a brûlé, hein. Tout ce qui était stigmatisant, excepté ceux de Constantine, ont brûlé. Et ça, on a des traces, des sources aux Archives nationales à Pierrefitte. J'ai retrouvé des documents très officiels qui disaient la façon dont les différents documents ayant trait à la qualification de juifs, hein, devaient être brûlés. Donc ça a été brûlé, excepté ceux de Constantine qui ont échappé, on ne sait pas de quelle sorte. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir mettre un terme aux questions. Merci infiniment. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les réponses à vos questions. Oui, on peut les applaudir chaleureusement.